Mon frère a eu une Rolex à son dîner de remise de diplôme. Quand ce fut mon tour, papa a commandé le dessert et a changé de sujet. Je suis resté assis là, pendant encore 1 heure. Puis, je me suis discrètement éclipsé. Je n'y suis jamais retourné depuis. Le mois dernier, il a enfin demandé pourquoi. Je m'appelle Anthony. J'ai 29 ans, et je veux vous raconter la nuit où j'ai enfin compris quelque chose, que j'avais fait semblant de ne pas savoir pendant la majeure partie de ma vie. Je n'étais pas moins aimé. Le mot « amour », en réalité, n'est pas vraiment le sujet. J'étais moins pris en compte, moins visible, moins digne qu'on s'arrête pour moi. Et j'ai compris ça, en regardant mon frère déballer une Rolex, à un dîner de remise de diplôme, pendant que mon père attrapait la carte des desserts, et changeait de sujet avec désinvolture, au moment où c'était à mon tour d'être célébré. Je sais que ça peut paraître anodin, quand je le présente comme ça. Une montre, un dîner, un père distrait. Mais je pense que vous savez déjà, que ce n'était pas anodin. Si ça l'avait été, je ne serais pas là, et je serais rentré à la maison pour Noël. Laissez-moi reprendre depuis le début, car cette histoire n'a pas de sens sans le contexte. Et le contexte, c'est en gros, toute mon enfance. J'ai grandi dans une ville de taille moyenne, dans l'Ohio, le second de 2 fils. Mon grand frère s'appelle Garrett. Garrett a 3 ans de plus que moi, ce qui veut dire qu'il a toujours été le premier. Le premier à conduire, le premier à avoir des rendez-vous amoureux, le premier à être diplômé, le premier à faire tout ce qui comptait dans notre maison. Dans une autre famille, l'ordre de naissance est juste un fait. Dans la nôtre, c'était traité comme un système de classement permanent. Garrett passait en premier. Garrett restait le premier. Et quelque part en cours de route, mon père a décidé que c'était comme ça, et c'est tout. Et il n'est jamais vraiment revenu sur cette décision. Mon père s'appelle Russell. Russ pour ses amis. Papa pour moi, même si cela fait environ 1 an que je reconsidère ce titre. Il a 61 ans, il a pris sa retraite anticipée d'un poste de direction dans l'industrie, il joue au golf 3 fois par semaine, et il a ce genre de personnalité où il croit sincèrement être juste et raisonnable, en toutes circonstances. C'est ça qui rend les choses compliquées. Il n'est pas méchant. Il n'est pas cruel. Il ne m'a jamais crié dessus, ne m'a jamais insulté, ni rien fait qu'on aurait pu facilement pointer du doigt en disant « voilà ». C'est ça, le problème. Il a simplement continué de choisir Garrett, discrètement, constamment, encore et encore, de manière qu'il était facile de justifier individuellement, mais impossible d'ignorer collectivement. Ma mère, Diane, est le genre de femme qui arrondit les angles. Elle est chaleureuse, et elle aime ses enfants. Je le crois sincèrement. Mais elle a cette habitude de décider que la paix est plus importante que l'honnêteté. Quand j'abordais un sujet, étant enfant. Pourquoi Garrett a eu la plus grande chambre? Pourquoi est-ce qu'il a pu aller au camp de basket, et que moi, on m'a inscrit à la ligue de loisirs du quartier, pourquoi son bulletin de notes était sur le frigo, et le mien m'a juste été rendu en main propre? Elle disait quelque chose comme « Anthony, tu sais, on vous aime tous les deux de la même manière. » Et puis elle enchaînait sur ce qu'on allait manger pour le dîner. Elle ne mentait pas, pas exactement. Elle ne répondait juste pas à la question. Garrett et moi ne sommes pas des ennemis. C'est l'autre partie compliquée. Ce n'est pas un méchant de caricature, qui se vantait de son statut privilégié. C'est juste un gars, qui a grandi en obtenant tout ce qu'il voulait, et qui a supposé qu'il le méritait, ce qui est une conséquence tout à fait prévisible, quand on est l'enfant chéri dans un foyer qui ne se remet jamais en question. Nous ne sommes pas proches, mais nous sommes civilisés. Nous pouvons être dans la même pièce. Nous pouvons survivre à un dîner de fête. Pendant longtemps, je me suis convaincu que c'était suffisant. L'affaire de la Rolex, c'est arrivé il y a 18 mois. Garrett a obtenu son MBA, d'une école de commerce plutôt bien réputée. Je lui accorde ça. Il a travaillé pour l'avoir. Ma famille lui a organisé un dîner de remise de diplôme, dans un bon restaurant de viande en centre-ville. Le genre d'endroit, avec des menus en cuir, et des serveurs qui se présentent par leur nom, et qui remplissent votre verre d'eau avant même qu'il ne soit à moitié vide. Nous étions 12, à une longue table. Mes parents, Garrett, sa petite amie Petra, mon oncle et ma tante, quelques amis de Garrett, et moi avec ma petite amie de l'époque, Simone. Le dîner était agréable. J'étais heureux pour Garrett. Sincèrement, obtenir un MBA est un véritable accomplissement.
Et je n'étais pas assis là, à ruminer dans mon coin. Je passais un bon moment, à boire du vin correct, à manger un steak qui coûtait 42 € et qui valait chaque centime. Et puis, mon père s'est levé, a tapoté son verre, et a porté un toast. Un vrai toast. 5 minutes, plein d'émotions. Il a parlé de sa fierté, du travail acharné de Gareth, de comment il avait toujours su que Gareth était destiné à de grandes choses. Il a eu les larmes aux yeux à la fin. Ma tante avait la main sur le cœur. Puis, mon père a attrapé, sous la table, une petite boîte bleu marine. À l'intérieur, il y avait une Rolex. En acier inoxydable, un style classique. Le genre de montre qui annonce que quelqu'un a vraiment pensé à vous. Gareth a eu l'air sincèrement surpris. Il y a eu des applaudissements. Petra a pris une photo. C'était un vrai moment. 3 mois plus tôt, j'avais obtenu ma licence en comptabilité. 4 ans de cours du soir, tout en travaillant à plein temps, parce que je n'étais pas allé directement à l'université après le lycée. J'avais passé 2 ans à travailler pour économiser de l'argent, puis je m'étais inscrit, puis j'avais dû prendre un congé d'un semestre, quand j'ai eu une alerte de santé qui a épuisé toutes mes économies. Donc, 4 ans se sont transformés en 5 ans et demi, mais j'y suis arrivé. J'ai traversé cette estrade, avec 31 crédits validés lors de mon dernier semestre. Et j'étais fier de moi, d'une manière qui était intime et réelle. Ma famille est venue à la cérémonie. Nous sommes allés déjeuner ensuite, dans un restaurant italien sans prétention. Pas un grand restaurant de viande, mais c'était bien. Je n'avais pas besoin d'un grand restaurant de viande. Mon père a payé le repas, m'a donné une carte avec 200 € dedans, m'a dit félicitations, et a parlé du trajet de retour pendant environ 10 minutes, parce qu'il y avait eu des travaux sur l'autoroute. Et c'est tout. Pas de toast, pas de boîte, pas de larmes aux yeux. Je me suis dit que ce n'était pas une compétition. Je me suis dit qu'un MBA d'une école renommée, c'est différent d'une licence d'une université publique. Je me suis dit beaucoup de choses, comme on le fait quand on a passé sa vie à s'entraîner à rationaliser un sentiment qu'on ne veut pas ressentir. Mais ensuite, j'étais assis dans ce restaurant, à regarder mon père tendre une Rolex à mon frère, et quelque chose en moi est devenu très silencieux, et très clair. À peu près au milieu du dessert, ma tante, la sœur de mon père, une femme nommée Lorraine, qui n'a jamais, pas une seule fois, mâché ses mots de toute sa vie, a regardé mon père au bout de la table et a dit « Russ, est-ce qu'Anthony n'a pas été diplômé lui aussi, il y a quelques mois ?» Elle n'essayait pas de créer des problèmes. C'était juste Lorraine, elle-même. La table est devenue un peu silencieuse. J'ai regardé mon père. Il a levé les yeux de sa crème brûlée, m'a souri et a dit « Anthony, oui, oui, on est fiers de lui aussi. » Et puis, il a demandé au serveur s'il pouvait avoir un autre café. C'est tout. C'était tout. Je suis resté assis à cette table pendant encore 1 heure. J'ai souri quand je devais sourire. J'ai ri à une blague que l'ami de Gareth a faite sur l'examen du barreau. Simone m'a serré la main sous la table, parce que Simone, elle, savait toujours. Et quand l'addition est arrivée, et que les gens ont commencé à prendre leur veste, je me suis levé, j'ai serré ma mère dans mes bras, j'ai dit encore une fois félicitations à Gareth, et j'ai dit que j'étais fatigué et que je me levais tôt le lendemain. J'ai conduit jusqu'à chez moi, très calmement. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas épanché auprès de Simone. J'ai juste senti quelque chose se mettre en place, comme une porte que j'avais laissée entr'ouverte pendant toute ma vie d'adulte, et qui venait finalement de se refermer toute seule. Je n'y suis jamais retourné depuis. Ni pour Thanksgiving, ni pour Noël, ni pour l'anniversaire de mon père en mars. J'ai envoyé des textos à ma mère. J'ai gardé les choses agréables et superficielles, et je n'ai rien expliqué. Le mois dernier, mon père m'a appelé et m'a demandé pourquoi. Je veux vous dire ce que j'ai répondu, mais d'abord, j'ai besoin de vous raconter tout ce qui s'est passé entre-temps. Parce que la conversation que j'ai eue avec mon père le mois dernier, n'a été possible que grâce aux 18 mois qui l'ont précédé. Et ces 18 mois ont été, je ne sais pas, les plus importants de ma vie. C'est peut-être, et probablement, vrai. Restez avec moi. Ça va s'améliorer. Beaucoup mieux. Voilà quelque chose sur lequel je veux être honnête, avant de continuer. Le dîner de la Rolex n'était pas la première fois. C'était juste la dernière fois. Et il y a une différence importante entre ces deux choses,
une différence que j'ai passé la majeure partie de ma vingtaine à ne pas comprendre. La première fois que je l'ai vraiment ressenti. Ressenti d'une manière qui s'est logée dans ma poitrine et y est restée. J'avais 16 ans. Garrett en avait 19, et il venait d'avoir son permis de conduire, qu'il avait eu tardivement, parce qu'il avait raté l'examen 2 fois. Quand il l'a enfin eu, mon père l'a emmené chez un concessionnaire, et s'est porté garant pour une Civic d'occasion. Rien d'extravagant, mais c'était une voiture, et plus important encore, c'était un symbole. C'était mon père qui disait, « Tu es prêt. Je te fais confiance. Voici une clé. » Quand j'ai eu 17 ans, et que j'ai réussi mon examen du premier coup, j'ai mentionné à mon père qu'il pourrait être utile d'avoir accès à une voiture. Il a répondu, « Il y a toujours le bus. » Je ne pense même pas qu'il ait remarqué la différence. C'est presque la partie la plus difficile à accepter. Je pourrais continuer. Le fonds pour les études universitaires, qui a été principalement dépensé pour les 3 premières années de Garrett, avant qu'on ne me dise qu'il était épuisé quand mon tour est venu. Le stage d'été que mon père a obtenu pour Garrett, en demandant une faveur, et qu'il n'a jamais proposé de faire de même pour moi. La façon dont chaque conversation de vacances tournait autour du travail de Garrett, de l'appartement de Garrett, de la petite amie de Garrett, de l'avenir de Garrett. Mais je ne veux pas que cela se transforme en une liste de griefs. Le but n'est pas l'inventaire. Le but, c'est que j'avais tranquillement absorbé ce message pendant 29 ans. Et la nuit du dîner de la Rolex a été la nuit où j'ai enfin arrêté de contester ce que j'entendais depuis toujours. Environ 3 semaines après ce dîner, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis près d'1 an. J'ai appelé un thérapeute. Elle s'appelait Dr. Ren Castillo, et elle avait un bureau au-dessus d'un café, et elle était exactement aussi directe que j'en avais besoin. Je ne suis pas allé la voir en cherchant quelqu'un pour valider mes griefs. J'y suis allé, parce que j'avais commencé à remarquer que les mécanismes de défense que j'avais développés, pour gérer ma famille, avaient commencé à déteindre sur le reste de ma vie. Au travail, avec Simone, avec des amis, j'étais hyper vigilant à ne pas prendre trop de place. Je m'excusais constamment. Je me sous-estimais dans chaque situation professionnelle, parce que quelque part au fond de ma tête, il y avait cette voix qui avait décidé que j'étais celui qui ne méritait ni discours, ni montre. Dr. Castillo n'a pas diagnostiqué mon père, ni étiqueté mon enfance, ni ne m'a donné un mot d'excuse pour couper les ponts avec ma famille. Elle m'a juste aidé à voir le schéma clairement, sans le brouillard de l'espoir que cela puisse finir par signifier autre chose. Pendant ce temps, les choses avec Simone s'effritaient. Cette partie est douloureuse à écrire, et je veux être juste envers elle. Alors, je vais le dire simplement. Simone était une bonne personne, qui voulait un partenaire qui soit pleinement présent, et je ne l'étais pas. Non pas parce que je ne tenais pas à elle. Je tenais à elle, mais parce que je n'avais jamais appris à demander ce dont j'avais besoin, et cela faisait de moi une personne frustrante à aimer. Nous avons rompu en novembre, environ 2 mois après le dîner de la Rolex, et c'était suffisamment mutuel pour qu'aucun de nous n'ait à jouer le rôle du méchant, mais assez douloureux pour que je ne dorme pas bien pendant des semaines. Donc, en décembre, j'étais célibataire, je venais de commencer une thérapie, et je ne rentrais pas à la maison pour les fêtes, pour la première fois de ma vie. J'ai dit à ma mère que je passais Noël avec un ami, ce qui était techniquement vrai. Je l'ai passé avec mon ami Asie, qui est l'un des êtres humains les plus drôles et les plus sincèrement bienveillants que j'ai jamais rencontrés, et qui ne m'a posé absolument aucune question sur ma famille, et à la place, a préparé une dinde qui était à la fois trop cuite et pas assez préparée. C'était le meilleur Noël que j'avais eu depuis des années. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant que je n'avais pas vu venir. En janvier, mon père a appelé. Pas un texto, un véritable appel téléphonique, ce qui, pour mon père, signifie généralement quelque chose de logistique. Il voulait savoir si je venais au dîner d'anniversaire de mariage de mes parents, à la fin du mois. 35 ans. Ma mère avait prévu une petite réunion à la maison. J'ai dit que je ne pensais pas pouvoir venir. Il n'a pas insisté. Il a dit d'accord, de la manière dont quelqu'un dit d'accord quand il s'attend à ce que vous reveniez sur votre décision, et comme je ne l'ai pas fait, l'appel s'est terminé en environ 90 secondes. 3 jours plus tard, ma mère a appelé. Son approche était plus chaleureuse, plus prudente. Elle a dit qu'elle avait remarqué que je n'étais pas venu, que je lui manquais, qu'elle espérait que tout allait bien. Je lui ai dit que tout allait bien. Elle a dit, ton père aimerait vraiment que tu sois là. Pas j'aimerais vraiment que tu sois là,
Mais ton père aimerait. Même l'appel émotionnel de ma mère était filtré par la hiérarchie, et je ne pense même pas qu'elle s'en soit rendue compte. Je ne suis pas allé au dîner d'anniversaire. Mon frère m'a appelé la semaine suivante. Ça, je ne m'y attendais pas. Gareth et moi, on ne s'appelle tout simplement pas. Nous existons dans la même famille. Nous sommes polis lors des réunions, mais nous n'avons pas de relation en dehors de ces rassemblements. Alors, quand son nom est apparu sur mon téléphone à 20h30, un mardi soir, je l'ai fixé un moment avant de répondre. Et, a-t-il dit. Et, ai-je répondu ? Silence un instant. Maman est contrariée, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Elle pense que tu traverses une mauvaise passe. Je vais bien. Une autre pause. Puis, il s'est passé quelque chose à mon dîner de remise de diplôme ? Quelqu'un a dit qu'il s'était peut-être passé quelque chose de bizarre. Je veux vous décrire exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là, parce que c'était spécifique et étrange. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus proche de l'épuisement. L'épuisement de réaliser que même maintenant, personne ne posait tout à fait la bonne question. Quelqu'un a dit qu'il s'était peut-être passé quelque chose de bizarre. Comme si le problème était un incident. Comme s'il y avait eu un verre renversé, ou un toast maladroit. Et si seulement quelqu'un pouvait identifier la tâche et la nettoyer, tout rentrerait dans l'ordre. Il ne s'est rien passé, ai-je dit. Je prends juste un peu de temps loin de la famille. Ouais. Il ne savait pas quoi faire de ça. Gareth perçoit le monde de manière assez linéaire. Il y a un problème. On règle le problème. On passe à autre chose. Il n'a pas de dossier pour ce genre de situation. Il y a eu une pause, assez longue pour être inconfortable. Et puis il a dit, eh bien, fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Et j'ai dit que je le ferais. Et c'est ainsi que ça s'est terminé. Mais cet appel a fissuré quelque chose, parce que c'était la première fois que quelqu'un m'appelait directement, au lieu de passer par ma mère. La première fois que quelqu'un avait reconnu, même à demi-mot, que j'avais peut-être une raison de m'être éloigné, plutôt que d'être simplement un obstacle à gérer. Ça n'a rien arrangé. Mais ça s'est logé au fond de mon esprit, et ça aurait son importance plus tard. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce que je ne leur avais dit à aucun, c'est que quelque chose se passait dans ma vie professionnelle, qui était sur le point de changer complètement la donne. Je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable de taille moyenne depuis 4 ans, faisant un travail solide mais sans éclat, en me disant que je faisais mes armes. 3 semaines avant le dîner d'anniversaire que j'avais manqué, ma supérieure m'a convoqué dans son bureau. Elle s'appelait Claudette, et c'était une de ces manageuses qui vous donnait l'impression qu'elle vous avait cerné, avant même que vous ne vous soyez cerné vous-même. Elle a fait glisser un dossier sur son bureau et a dit, « Je veux vous faire passer dans la filière conseil. J'observe votre travail, et je pense que vous laissez beaucoup de potentiel inexploité dans votre poste actuel. Cela signifierait un changement de titre, une augmentation de salaire. Et des responsabilités très différentes. » Je suis resté assis là une seconde. Puis j'ai demandé, puis-je vous demander pourquoi maintenant? Elle m'a regardé fixement et a dit, parce que j'essaie de comprendre pourquoi vous restez assis au fond de la salle, alors que vous êtes clairement l'une des meilleures personnes présentes. J'aimerais voir ce que vous faites avec une place plus importante. Ce soir-là, en rentrant, je suis resté assis dans ma voiture un moment avant d'entrer. Pas parce que j'étais triste. Pour une fois, ce n'était pas ça. J'avais juste besoin d'une minute pour laisser entrer quelque chose, que j'avais tenu à distance pendant longtemps. Quelqu'un m'avait vu. Quelqu'un m'avait regardé droit dans les yeux, et avait dit, « Vous valez plus que ce qu'on vous a donné. » J'ai pensé au restaurant de viande. J'ai pensé à la carte des desserts. Puis je suis rentré chez moi, et j'ai accepté le poste le lendemain matin. Les 12 mois suivants ont été les plus étranges de ma vie. Et je dis ça comme un compliment à ces 12 mois. Je veux vous les raconter dans l'ordre, parce qu'ils se sont construits les uns sur les autres, d'une manière qui semblait aléatoire sur le moment, et évidente avec le recul. N'est-ce pas toujours comme ça que ça se passe? On vit ce qui ressemble à un chaos d'événements dispersés, et on ne peut pas en voir la forme, jusqu'à ce qu'on se tienne de l'autre côté, et qu'on regarde en arrière. J'ai commencé mon rôle de conseiller en février. Le premier mois a été véritablement une leçon d'humilité. Le genre de leçon, où vous réalisez combien de choses vous faisiez de manière compétente, alors que vous auriez pu les faire de manière excellente.
Et l'écart entre les deux, c'est principalement une question de confiance. Claudette m'a donné une liste de clients et a dit, allez nouer des relations. Le travail technique, c'est la partie facile. Elle avait raison. Le travail technique était la partie facile. La partie relationnelle, c'est là où j'ai dû réellement affronter la chose sur laquelle je travaillais avec Dr Castillo. La tendance à minimiser, à différer, à m'excuser pour l'espace que j'occupais avant même de l'avoir pris. J'ai eu un client au début, un chef d'entreprise nommé Arlon, qui dirigeait 3 garages de réparation automobile, et qui avait l'énergie d'un homme à qui on avait annoncé par erreur qu'il allait mourir à 40 ans, et qui avait par la suite décidé de vivre chaque jour comme si c'était son dernier. Et de le faire bruyamment. Il avait 58 ans, riait de tout, y compris des choses qui n'étaient pas drôles. Et dès notre deuxième réunion, il m'a regardé par-dessus une feuille de calcul et a dit, « Vous êtes trop prudent. Je vois bien que vous voyez le problème. Dites-le, tout simplement. » J'ai dit la chose. La chose était que son deuxième garage perdait de l'argent de manière non évidente au premier abord, et pour y remédier, il faudrait une conversation plus difficile avec le gérant sur place, que celle que Arlon avait été prêt à avoir. Il a cligné des yeux. Puis il a ri, ce qui, j'ai appris, était sa réponse à la plupart des remarques, quel que soit leur type. « Depuis combien de temps le saviez-vous » a-t-il demandé. Environ 20 minutes après le début de notre première réunion, ai-je répondu. Il a tapé sur la table. « Alors qu'est-ce que vous attendiez ?» Honnêtement, Arlon, toute ma vie, en quelque sorte. Mais ça, je l'ai gardé pour moi. Le mois suivant ma conversation avec Claudette, j'ai commencé à chercher des appartements. Je louais un 2 pièces tout à fait convenable, dans lequel j'avais emménagé avec Simone, et que j'avais gardé après la rupture. Mais il était rempli de l'énergie fantomatique particulière d'une relation qui n'avait pas tout à fait fonctionné, et cela faisait des mois que je voulais déménager. J'ai trouvé un endroit dans un quartier que j'aimais bien, un 3 pièces parce que je voulais un vrai bureau à domicile, et le loyer était plus élevé que ce à quoi j'étais habitué, mais l'augmentation de salaire le rendait possible. J'ai signé le bail en mars et j'ai emménagé un samedi, avec l'aide d'Asie et 3 pizzas moyennes. Asie, pour la petite histoire, a apporté un cadeau de pendaison de crémaillère, qui était une broderie encadrée où il était écrit « Tu habites ici maintenant », en lettres capitales, ce qui était à la fois profondément inutile comme décoration. Et l'une des choses les plus touchantes que l'on m'ait jamais offertes. Je l'ai quand même accroché au mur. L'appartement a changé quelque chose en moi, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je sais que ça sonne comme une publicité pour une agence immobilière. Je ne dis pas qu'un espace physique a réglé mes problèmes psychologiques, mais il y a quelque chose, dans le fait de se construire un environnement qui est entièrement le fruit de ses propres choix. Des meubles que vous avez choisis, une cuisine remplie de choses que vous mangez réellement, des murs qui ne renferment aucun souvenir, à l'exception de ceux que vous y créez. Qui renforcent l'idée que vos préférences comptent, que ce que vous aimez mérite d'exister. Je ne m'étais jamais vraiment autorisé à le croire. En mai, 3 mois après le début de mon nouveau poste, Claudette m'a dit que j'étais en avance sur le planning. Elle a dit cela d'un ton si factuel que je l'ai à peine enregistré. J'ai demandé ce que cela signifiait en termes pratiques, et elle a répondu, cela signifie, continuez ce que vous faites, et nous aurons une conversation différente lors de votre évaluation. La conversation différente s'est avérée porter sur l'accélération de mon parcours vers le poste de conseiller senior. Un titre qui venait avec son propre bureau, et un package de rémunération qui m'a fait rester très immobile un instant, quand elle a posé le chiffre devant moi. J'ai dit oui si vite que c'en était presque embarrassant. Claudette a souri et a dit, le voilà. Pendant tout ce temps, mes contacts avec ma famille sont restés minimes. Des textos avec ma mère, peut-être une fois par semaine, rien de substantiel. Mon père m'a envoyé 2 textos, pendant tout le printemps. Une fois pour me dire que les Cleveland Browns avaient réussi à faire quelque chose de décevant, ce qui est si typique de Cleveland que ça ne compte à peine comme une information, et une autre fois pour me dire que ma mère préparait mon plat préféré, si je voulais passer. J'ai répondu aux 2 par quelque chose de court et d'amical, et je ne suis pas passé. Je ne faisais pas de drame à propos de cette distance. Je ne punissais personne, ni ne nourrissais un quelconque plan. Je n'étais tout simplement pas prêt. Je n'avais pas encore trouvé ce que je voulais dire, ni si le dire aurait un impact, ni même à quoi ressemblerait une relation avec ma famille, si elle ne ressemblait pas à celle que nous avions toujours eue. Dr Castillo n'arrêtait pas de me demander quel résultat j'espérais.
Et pendant des mois, je n'avais pas de réponse. Vers le mois de juin, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Elle s'appelle Tully. Elle a 32 ans. C'est une ingénieure civile, et elle a cette confiance particulière d'une personne qui ne s'est jamais, pas une seule fois, excusée d'être douée dans ce qu'elle fait. Nous nous sommes rencontrés à une fête d'anniversaire, pour la petite amie d'Aussi, et nous avons passé environ 4 heures, dans un coin, à parler de choses dont je ne parle généralement pas lors d'une première rencontre. La famille, le travail, ce dont nous étions fiers, ce que nous aurions aimé faire plus tôt. Elle ne se mettait pas en scène pour moi. Elle parlait, simplement. Ce furent les 4 heures les plus relaxantes que j'avais passées avec une nouvelle personne, d'aussi loin que je me souvienne. Lors de notre 3e rendez-vous, elle a dit, « Tu as cette manie, tu es sur le point de dire quelque chose, et puis tu le changes pour quelque chose de plus anodin. » Je l'ai remarqué 2 fois, maintenant. J'ai répondu, « J'y travaille. » Elle a dit, « Bien. » Et c'est tout. Pas d'explication, pas de tentative de me réparer, juste une reconnaissance. Et puis elle est passée à autre chose. Elle n'est pas Simone, et je ne suis pas celui que j'étais quand j'étais avec Simone. Et je pense que ces 2 faits sont tout aussi importants. À la fin de l'été, j'avais le travail, l'appartement, la relation, la thérapie, ce qui ressemble à une liste de conseils pour réparer sa vie. Et je ne veux pas donner l'impression que c'était 100 heures, car ce ne l'était pas. Il y avait des semaines, où la distance avec ma famille me semblait juste, et des semaines où cela me rendait triste, d'une manière difficile à exprimer. Pas un manque, pas exactement, mais une sorte de deuil pour la famille que j'aurais aimé avoir, plutôt que celle que j'avais réellement. Dr Castillo m'a dit que ces sentiments pouvaient coexister, ce qui était agaçant à entendre, et exact. Ce qui se construisait tranquillement, était quelque chose que je n'avais pas encore pleinement nommé. Le sentiment de mon propre poids, d'être une personne qui occupe une part d'espace proportionnée, et qui a le droit de dire ce qu'elle pense vraiment. De ne pas avoir besoin de réduire ce que j'avais accompli en quelque chose de plus acceptable, avant de le présenter à ma famille. Et puis, en septembre, Garrett m'a de nouveau appelé. Cette fois, son ton était différent, moins transactionnel. Il a dit qu'il avait réfléchi à notre dernière conversation, celle de janvier où j'avais dit que je prenais du temps pour moi. Il a dit, je ne savais pas vraiment quoi dire à l'époque. Je ne suis pas sûr de savoir quoi dire maintenant non plus, mais je voulais appeler. J'ai laissé le silence s'installer un moment. Il a demandé, est-ce à propos du dîner? L'histoire de la remise de diplôme? Et cette fois, j'ai répondu, oui, Garrett, c'est à propos du dîner. Il est resté silencieux un moment, assez longtemps pour que je pense que l'appel avait peut-être été coupé. Puis il a dit, l'histoire de la montre? Pas seulement la montre, ai-je dit. Mais oui, c'est la nuit où j'ai arrêté de faire semblant que l'histoire de la montre était normale. Il n'a pas discuté. Il n'a pas défendu notre père. Il a juste dit, je t'entends. Et je pense qu'il le pensait vraiment, parce qu'il sait. Il doit le savoir, à un certain niveau. De la manière dont les gens qui grandissent dans une maison connaissent toujours son architecture tacite, même s'ils ne le disent jamais à voix haute. Je ne suis pas parti pour toujours, je lui ai dit. J'essaie juste de régler certaines choses. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, de choses sans importance. Son travail, mon travail, un film horrible que nous avions tous les deux regardé, et ce fut la conversation la plus honnête que j'ai eue avec mon frère, de toute ma vie d'adulte. Mon père n'avait toujours pas appelé. Mon père attendait toujours que cela se résolve de soi-même, ce qui avait été son approche pour la plupart des choses me concernant pendant 29 ans. Cela était sur le point de changer. Octobre est arrivé, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 1 an. J'ai réfléchi sérieusement à ce que je voulais que la conversation avec mon père ressemble. Je veux être clair sur ce que je ne faisais pas. Je ne préparais pas une vengeance. Je ne construisais pas un dossier pour l'humilier. Je suis comptable, pas avocat pénaliste. Et même si j'avais eu l'instinct pour ce genre de mise en scène, ce n'aurait pas été ce que je recherchais. Ce que je voulais était plus simple, et plus difficile, que la vengeance. Je voulais être vu. Je voulais la vraie conversation, celle où je dirais à voix haute ce qui était vrai depuis des décennies. Et il devrait rester assis dans la même pièce avec ça, plutôt que de se jeter sur la carte des desserts. Mais j'avais assez appris du docteur Castillo pour savoir que vouloir quelque chose, ne signifie pas qu'on est prêt pour l'avoir.
J'ai donc passé la majeure partie du mois d'octobre à me préparer. La première chose que j'ai faite a été de coucher sur papier toute la conversation que je voulais avoir. Pas un script exact, mais une feuille de route. Les choses que je devais dire, les choses que j'étais prêt à entendre, les choses sur lesquelles je n'étais pas prêt à faire de compromis. Le docteur Castillo me l'avait suggéré des mois plus tôt, et j'y avais été réticent, de la même manière que je suis réticent à la plupart des choses qui m'obligent à rester assis avec mes propres sentiments pendant plus de 12 minutes. Mais je l'ai fait, sur 3 soirées à la table de ma cuisine, et c'était comme désamorcer quelque chose que je ne savais même pas que je portais, chargé. Ce qui est ressorti de ce processus, fut une vision plus claire de ce que je voulais réellement. Je ne voulais pas que mon père s'effondre en larmes et se déclare un échec. Je ne voulais pas d'excuses qui semblaient forcées. Je voulais qu'il comprenne, spécifiquement et concrètement, ce que le schéma de son comportement m'avait communiqué, tout au long de ma vie. Je voulais qu'il soit obligé de retenir cette information, plutôt que de la détourner. Et je voulais qu'il pose la question, plutôt que ce soit moi qui doive m'insérer dans son champ d'attention, comme je l'avais fait toute ma vie. Cette dernière partie était importante. J'avais passé 29 ans à me contorsionner, pour entrer dans le champ de vision de ma famille. J'en avais fini de prendre l'initiative. Si mon père voulait savoir pourquoi j'étais parti, il allait devoir le demander. La deuxième chose que j'ai faite, a été d'appeler ma mère. C'était plus difficile que d'écrire dans mon journal. Ma mère n'est pas mon père. Ma mère est quelqu'un qui m'aime, et qui, aussi, par une combinaison d'évitement des conflits et de longue habitude, a participé à une dynamique familiale qui m'a rendu invisible. Ces deux choses coexistent, et j'avais pris soin de ne pas les confondre. L'appeler, c'était comme ouvrir quelque chose de délicat. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, et a dit Anthony, d'une voix qui contenait environ 6 mois d'inquiétude, en 2 syllabes. Je lui ai dit que j'allais bien. Je lui ai dit que j'avais beaucoup réfléchi, et que j'étais dans une bonne passe. Et puis je lui ai dit quelque chose, que je ne lui avais jamais dit directement. Maman, j'ai besoin que tu comprennes que la distance actuelle, ce n'est pas moi qui fais un drame. Quelque chose ne va pas depuis longtemps, et je m'en occupe enfin. Je t'aime, et je ne vais pas disparaître, mais j'ai besoin que papa me contacte vraiment. Pas par ton intermédiaire. Pas par celui de Gareth. Lui. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, qu'est-ce qu'on a fait, Anthony? Le bon, c'est ce que je retiendrai de cette conversation, parce que c'était la première fois qu'elle reconnaissait, sans que j'aie à le lui épeler, que quelque chose avait été fait, plutôt que simplement ressenti. Ce n'est pas rien. J'ai répondu, je pense que tu en connais déjà une partie, mais j'ai besoin d'avoir cette conversation avec papa. Elle s'est mise à pleurer doucement. Elle a dit, il n'est pas doué pour ça. Je sais, ai-je dit, mais je ne vais pas lui faciliter la tâche en ne l'exigeant pas. Nous avons parlé pendant encore une demi-heure. Elle m'a dit qu'elle lui parlerait. Je lui ai demandé de ne pas le coacher, ni de lui écrire un script, juste de lui dire que s'il voulait comprendre pourquoi j'étais parti, il devait m'appeler lui-même. Elle a dit qu'elle le ferait, et je l'ai cru. La troisième chose que j'ai faite, a été de tout raconter à Tully. Toute l'histoire, de la voiture pour laquelle mon père s'était porté garant pour Gareth, à la Rolex, jusqu'à la carte des desserts. Nous étions dans son appartement, et elle a tout écouté sans m'interrompre, ce qui, pour Tully, est un acte d'une retenue extraordinaire. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit, donc, tu as attendu toute ta vie qu'il te remarque? Oui, ai-je répondu. Et maintenant, tu as fini d'attendre? Oui. Elle a hoché la tête lentement. Bien. De quoi auras-tu besoin de ma part, quand ça arrivera? Je veux dire quelque chose à propos de cette question, parce que je pense que c'est important. De quoi auras-tu besoin de ma part, quand ça arrivera? Pas de si ça arrive. Quand? Elle a juste supposé que j'allais le faire, et a demandé comment elle pouvait t'aider. Je n'avais jamais été avec quelqu'un qui faisait cette supposition particulière à mon sujet auparavant, et j'y ai réfléchi une seconde. Je pense que j'ai besoin que tu saches ce qui s'est passé, ai-je dit. Après. Entendu, a-t-elle répondu, en attrapant la télécommande. L'appel est arrivé 3 semaines et demie plus tard, le mois dernier, un jeudi soir de novembre, le nom de mon père sur mon téléphone. Avant de vous raconter ce qui a été dit, je veux vous dire quelque chose que je ne sais que parce que Gareth me l'a raconté plus tard.
Apparemment, ma mère avait dit à mon père, à peu près à l'époque où elle et moi avions eu notre appel, « Russell, ton fils est parti depuis 1 an, et tu n'as pas décroché le téléphone une seule fois. Quoi que tu penses qu'il se passe, tu dois arranger ça. » Et mon père, apparemment, avait répondu, « Il reviendra. » Et ma mère avait dit, « Il ne reviendra pas. Il est déjà ailleurs. C'est à toi d'y aller. » J'aime ma mère. Je veux être clair là-dessus. Ce n'est pas une méchante. C'est une femme qui a passé 35 ans à maintenir la paix dans une maison qui exigeait beaucoup de maintien de la paix. Et elle a finalement décidé, pour cette seule chose, d'arrêter de la maintenir. Donc, mon père a appelé. J'ai laissé sonner une fois. Puis j'ai répondu. « Et » a-t-il dit. « Et, papa ?» Une pause. Il a cette manie, quand il est mal à l'aise, de s'éclaircir la gorge 2 fois avant de dire quelque chose de substantiel. 2 raclements de gorge. Pile à l'heure. « Je voulais appeler pour prendre des nouvelles » a-t-il dit. « On ne sait pas beaucoup parler. »« Non » ai-je répondu, « on ne sait pas parler. » Une autre pause. « Ta mère dit que tu as des choses en tête. » J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai décidé, à ce moment précis, que je n'allais pas lui faciliter la tâche. Pas de manière cruelle. Je n'allais pas lui raccrocher au nez, ni lui jeter la pire version de l'histoire à la figure dans les 30 premières secondes, mais j'allais le faire travailler pour ça. J'allais exiger qu'il pose la vraie question, plutôt que de tourner autour du pot pour l'éternité. « J'ai quelque chose dont j'aimerais te parler » ai-je dit. « Mais je pense que ce serait mieux de le faire en personne. Peux-tu me retrouver pour dîner ?» Il a semblé légèrement soulagé, ce que j'ai trouvé presque drôle. Il pensait probablement que s'il pouvait simplement m'asseoir à une table, la tension se dissiperait, et nous finirions par revenir à la normale. C'est le schéma que nous avions toujours eu. Le repas arrange les choses. Tout le monde mange à sa faim. Personne ne dit les choses difficiles. Nous rentrons à la maison, et nous appelons ça bien. Pas cette fois. Bien sûr, a-t-il dit. Donne-moi le nom de l'endroit. Et j'ai pensé au restaurant de viande, au menu en cuir, au serveur qui remplissait votre verre d'eau. J'ai pensé à la boîte bleu marine, et au toast de 5 minutes, et à la crème brûlée. J'ai nommé un restaurant, un bon, et je lui ai demandé de me retrouver à 19h le samedi. Il a dit, à samedi alors. Je suis resté assis sur mon canapé 1 minute, après avoir raccroché. Puis j'ai envoyé un texto à Tully. Il a appelé. Dîner samedi. Elle a répondu par un simple emoji pouce levé, ce qui, de la part de Tully, signifie « J'ai une confiance totale en toi, et je ne poserai aucune question de suivi jusqu'à ce que tu veuilles en parler », ce qui est mon type de soutien préféré. Samedi était dans 4 jours. J'étais prêt, plus près que je ne l'avais jamais été pour quoi que ce soit. J'ai bien dormi toutes les nuits. Mon père était déjà là quand je suis arrivé. Il était assis à une table près de la fenêtre, portant une chemise à col qu'il réserve pour ce qu'il considère comme des occasions formelles, ce qui, dans sa taxonomie, inclut les rendez-vous chez le médecin, les funérailles, et apparemment les dîners avec le fils qu'il a éloigné pendant 1 an. Sans pleinement réaliser qu'il le faisait. Il s'est levé quand je suis entré. Nous avons fait cette brève accolade avec une tape dans le dos, qui est la spécialité de Russell. Assez proche pour compter, assez rapide pour ne rien signifier. Nous avons commandé des boissons. Il m'a demandé des nouvelles du travail, de manière générale. Je lui ai dit que ça se passait bien. Il a dit que c'était bien. Les verres d'eau ont été remplis. Pendant environ 4 minutes, c'était exactement comme tous les autres dîners que nous avions jamais eus. Puis j'ai posé mon menu, et j'ai dit, « Papa, je veux parler de quelque chose. Je veux parler de la raison pour laquelle je ne suis pas venu. » Sa main toujours sur son verre. « D'accord, » a-t-il dit. J'avais réfléchi à la manière d'aborder ce sujet pendant 1 mois. Je ne voulais pas arriver avec une liste. Je ne voulais pas que cela ressemble à un interrogatoire. Je voulais lui donner une image claire et précise, et le laisser y réfléchir. Je veux revenir au dîner de remise de diplôme de Garrett, ai-je dit. Il y a environ 18 mois. Tu te souviens quand Lorraine a posé une question sur ma propre remise de diplôme? Il a regardé la table un instant. Puis il m'a regardé. Je me souviens du dîner. Quand elle en a parlé, tu as dit que tu étais fier de moi aussi.
Et puis tu as demandé un autre café. Et je suis resté assis là pendant encore 1 heure, et puis je suis rentré à la maison. Il était silencieux. C'est la nuit où j'ai réalisé que j'en avais fini de faire semblant qu'une chose n'était pas vraie, alors qu'elle l'avait été toute ma vie, ai-je dit. C'est-à-dire que tu aimes Gareth, et tu m'aimes moi. Mais tu ne nous as jamais vus de la même manière. Il a droit au toast. Il a droit à la boîte. Il a droit aux 5 minutes où tu deviens un peu émotif et où tout le monde applaudit. Et moi? J'ai droit à l'idée de moi. La version de moi qu'il est agréable de reconnaître quand quelqu'un d'autre en parle. Je n'étais pas en colère quand je l'ai dit. Je veux être clair là-dessus. J'avais dépassé la colère environ 10 mois plus tôt, dans le bureau du docteur Castillo, un mardi après-midi. Ce que je ressentais, assis en face de mon père, était quelque chose de beaucoup plus calme, une sorte de précision, comme si je déposais quelque chose sur la table entre nous, avec mes 2 mains, avec soin, et que j'attendais de voir ce qu'il en ferait. Il s'est éclairci la gorge 2 fois. Anthony, a-t-il commencé. Je n'ai pas fini, ai-je dit doucement. J'ai besoin de quelques minutes de plus. Il a hoché la tête. Le dîner n'était pas la première fois. C'était juste la fois où j'ai enfin prêté attention à ce que cela signifiait. La voiture, le fonds pour les études, chaque conversation de vacances qui portait sur la vie de Gareth. Avec la mienne en note de bas de page. Je ne pense pas que tu le faisais exprès. Je le crois vraiment. Mais l'intention ne change pas ce que cela communiquait. Ce que cela communiquait, à chaque fois, c'est que je ne valais pas la même pause, la même reconnaissance, le même effort. Le restaurant bourdonnait autour de nous. Quelqu'un a ri à une table de l'autre côté de la pièce. Mon père avait l'air plus vieux, assis là, que je ne l'avais jamais remarqué. Pas fragile. Ce n'est pas un homme fragile, mais véritablement marqué par le temps, comme une personne qui vient de comprendre quelque chose qui ne peut être compris en douceur. Tu as été diplômé au printemps, a-t-il dit. En mai, ai-je répondu. J'aurais dû faire quelque chose. Oui, papa. Tu aurais dû. Il a expiré, longuement et lentement, comme s'il laissait sortir quelque chose qu'il avait retenu sans le savoir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, a-t-il dit. Je n'ai pas de bonne réponse à ça. J'ai failli dire ce n'est pas grave, parce que c'est la réponse réflexe que j'essaie de me déshabituer de donner depuis 1 an et demi. À la place, j'ai dit, je sais que tu n'en as pas, mais j'avais besoin que tu saches que je l'avais remarqué. Et voici la partie que je dois vous raconter, parce que c'est la partie qui m'a surpris. Mon père a tendu la main de l'autre côté de la table. Cet homme qui exprime ses émotions à travers ses scores de golf et une tape occasionnelle dans le dos, il a posé sa main sur la mienne brièvement, de la manière dont on verrait un père beaucoup plus démonstratif le faire dans un film. Et il a dit, je suis désolé, Anthony. Je t'entends. Ce ne fut pas un effondrement. Ce ne fut pas une prise de conscience dramatique. Ce n'était pas la version de cette scène que vous pourriez construire dans votre tête, où le père fond en larmes, raconte chaque moment où il a échoué, et jure d'être différent pour toujours. C'est la vraie vie, et la vraie vie est plus silencieuse que ça. Mais il l'a dit, et il l'a dit en me regardant, et il n'a pas détourné la conversation, ni minimisé, ni attrapé la carte des desserts. Nous sommes restés assis là un moment. Puis j'ai dit, je veux une relation avec toi, papa. Je ne suis pas parti. J'avais juste besoin que tu viennes vraiment me chercher, au lieu d'attendre que je revienne de moi-même. Il a dit, j'aurais dû venir plus tôt. Oui, ai-je dit, mais tu es venu. Nous avons dîné. C'était sincèrement agréable, de la manière dont les choses peuvent être agréables quand la partie la plus difficile a déjà été dite. Il a posé de vraies questions sur mon travail, et j'y ai répondu honnêtement et en détail. Au lieu de lui donner la version condensée, je ne veux pas prendre trop de place. Il m'a parlé du projet de jardin de ma mère et d'un voyage qu'il prévoyait pour le printemps. Des choses normales, des choses de famille. Elles semblaient différentes, portées par une conversation qui avait d'abord purifié l'air. Quand l'addition est arrivée, il l'a prise sans demander. Sur le parking, il m'a de nouveau serré dans ses bras, différemment cette fois, plus longtemps. Il m'a tapoté le dos mais n'a pas lâché aussi vite. On fera mieux, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Et je le pensais, avec prudence. De la manière dont on le pense quand on croit que quelque chose est possible,
sans être certain que c'est garanti. J'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai appelé Tully. Elle a répondu à la première sonnerie. Il a dit désolé, ai-je dit. Il le pensait. Je crois. Bien, a-t-elle répondu. Tu vas bien? Je suis resté assis dans ma voiture un moment, vérifiant réellement, plutôt que de simplement répondre par automatisme. Ouais, ai-je dit. Je crois que oui, en fait. Alors, voilà où en sont les choses. Je suis rentré à la maison pour Thanksgiving. Pour la première fois depuis plus d'1 an. La cuisine de ma mère. Les commentaires de mon père sur le football. Gareth faisant une blague pince sans rire sur les patates douces, qui était plus drôle qu'il ne le pensait. À un moment, mon père est venu à côté de moi dans la cuisine, alors que nous attrapions tous les deux la même cuillère de service, et il m'a simplement regardé et a hoché la tête. De la manière dont les gens reconnaissent quelque chose sans le redire. J'ai hoché la tête en retour. Nous nous sommes servis et sommes allés à table. Ce n'est pas réparé. On n'efface pas 30 ans d'un schéma avec un seul dîner honnête. Mais quelque chose a changé. Le faux-semblant a cessé. Et le faux-semblant, j'ai décidé, c'est la partie qui me coûtait le plus cher, en fait. Tully est venue pour Thanksgiving. Ma mère l'a entraînée dans la cuisine pour voir les plans du jardin, et elles y sont restées pendant 40 minutes. Et quand elles sont sorties, elles avaient cette énergie particulière de deux femmes qui ont décidé qu'elles s'apprécient, ce qui a rendu tout l'après-midi à la fois plus facile, et plus terrifiant. La promotion a été confirmée en octobre. Conseiller senior, mon propre bureau, un chiffre sur ma fiche de paie que mon mois de 23 ans aurait pris pour une faute de frappe. Claudette m'a serré la main et a dit, ne vous installez pas trop confortablement. Ce qui, de sa part, signifie qu'il y a plus à venir. Je ne me suis pas acheté de Rolex. J'y ai pensé. Il y avait certainement une version de cette histoire qui se terminait de cette façon, et qui aurait eu un côté symbolique. Mais ce que j'ai réellement acheté, c'est une tournée de verre pour Asie et 2 amis, un vendredi soir. Et je me suis assis à ce bar, avec des gens qui m'avaient vu clairement depuis le début. Et c'était bien mieux que n'importe quel morceau de métal à mon poignet. Je sais ce que je vaux maintenant. Il m'a fallu du temps, mais je le sais. Et pour quiconque est assis à une table, attendant que quelqu'un vous remarque, attendant le toast qui ne vient pas, la boîte qui n'apparaît jamais, je vous dis ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 23 ans. L'attente, c'est ce qui vous coûte. Le mouvement, c'est ce qui vous sauve. Et parfois, si vous avez de la chance, après avoir bougé et construit votre vie, quelqu'un vous demande enfin pourquoi vous êtes parti, et vous avez l'occasion de le lui dire. C'est mon histoire.